Nous allons donc passer à la dernière partie de ce colloque. Merci. Bien, alors il est bientôt l'heure de nous quitter et tout au long de cet après-midi, on a pu s'apercevoir que les questions, pardon, les questions posées par la complexité et l'inflation du droit sont elles-mêmes extrêmement enchevêtrées et foisonnantes. C'est pourquoi, pour dégager quelques lignes directrices, ébaucher quelques perspectives, nous avons à présent l'honneur d'entendre Madame Anne Levade, professeure des universités en droit public et secrétaire générale de l'Association française de droit constitutionnel, et Monsieur Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret et président de la commission des lois au Sénat, pour une conclusion croisée. Merci beaucoup. Un mot tout d'abord pour vous remercier de cette initiative. Et là, je parle en nos deux noms, je pense, Monsieur le Président, puisque vous nous aviez l'un et l'autre sollicité pour être dans un comité de parrainage, en tout cas de soutien. C'est vrai que votre initiative, beaucoup d'intervenants l'ont dit, est tout à fait remarquable, y compris pour ceux qui l'ont suivi dès l'amont, j'allais dire, dans sa continuité. Et je peux témoigner que vos efforts ont été constants pour mener à bien cette demi-journée. Et la qualité, je crois, des discussions que nous avons eues en témoigne. Alors j'en viens maintenant à ce qui est le propos des conclusions. Et je commencerai évidemment par dire que c'est toujours compliqué de conclure, hein, de manière générale, que c'est toujours compliqué de conclure une journée qui porte sur un thème aussi vaste que agir pour la qualité de la loi, et ça l'est d'autant plus et très spécifiquement aujourd'hui. Beaucoup d'intervenants avant moi l'ont évoqué parce que sur ce sujet-là, tout spécialement, lorsque j'ai réfléchi à quelques axes avant évidemment d'entendre les interventions, je n'imaginais pas une seconde que mon propos pourrait se transformer en une forme d'hommage à Guy Carcassonne, qui a indiscutablement contribué et tout fait pour que, sous ces diverses formes, la qualité de la loi s'améliore. Disons-le, c'était un de ses nombreux chevaux de bataille, et comme c'était un homme batailleur et très à cheval sur ses convictions, il les enfourchait alternativement les uns et les autres. Alors l'hommage sera évidemment très en deçà de ce qu'il devrait être, mais je crois que lorsque l'on réfléchit à ce que l'on peut faire, ce que l'on entend faire, ce que l'on essaie de faire maintenant depuis plusieurs années pour la qualité de la loi, la question qui se pose, c'est avant tout de savoir ce que l'on entend par qualité. Si on admet une définition, et nos débats ont montré qu'on pouvait être un peu plus extensif que cela, si on admet une définition, j'allais dire, stricte de la loi, c'est-à-dire de l'acte édicté par l'autorité investie du pouvoir législatif en vertu de la Constitution, eh bien, agir pour sa qualité, je dirais que ça peut au moins revêtir ou recouvrir deux idées. D'abord, agir pour sa qualité, ce serait agir pour faire en sorte que la loi soit ce qu'elle est et pas autre chose. C'est-à-dire pour préserver en quelque sorte sa qualité intrinsèque. Et puis agir pour la qualité de la loi, et là ça renvoie à la deuxième dimension, celle qui finalement aujourd'hui est devenue quasiment une banalité, c'est agir pour une loi de bonne qualité, de meilleure qualité, donc une loi que par définition l'on évalue. On évalue a posteriori, mais, et la formule a été utilisée à plusieurs reprises cet après-midi, aussi paradoxale d'ailleurs qu'elle soit, on l'évalue aussi ex ante, on l'évalue a priori. Et je le disais à l'instant, cette idée est devenue une banalité, alors que, reconnaissons-le, c'est une banalité récente. Et finalement, a été peu évoquée cet après-midi, j'allais dire, notre histoire constitutionnelle. Je vous rassure, comme je sais que le temps est compté, je ne vais pas longuement m'y attarder, mais je crois qu'il y a très loin, entre le mythe de la loi, cette mystique révolutionnaire de la loi, même cette loi qui ne pouvait mal faire de la Troisième République, et les discussions que nous trouvons quasiment normales, nécessaires, indispensables d'avoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les choses finalement étaient assez simples, ou elles étaient considérées comme simples. La déclaration de 1789 nous disait tout sur ce que devait être la loi. Et si je fais une petite
compilation des différentes formules que l'on y trouve évoquées. Elle est évidemment l'expression de la volonté générale. Ça, c'est ce que l'on en retient encore aujourd'hui, à la formation de laquelle tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants. On en a parlé abondamment et à plusieurs reprises. Elle est seule à même de fixer des bornes à l'exercice des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, les dites bornes ayant pour but d'assurer aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits, et la loi ne pouvant défendre que les actions nuisibles à la société. J'allais dire, les choses sont d'une clarté limpide. Et ès qualité, j'emprunte la formule à Burdeau, en 1939, me direz-vous, donc encore sous la Troisième République. Ès qualité, la loi était, d'après lui, la raison humaine manifestée par la volonté générale en qui elle s'incarne et exprimée par les représentants du peuple. La qualité était, j'allais dire, dans la définition même, et nul n'imaginait qu'elle puisse être mise en cause. Alors qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on s'interroge sur la qualité, sur l'amélioration de la qualité, et même de manière très, j'allais dire, combative, sur les actions nécessaires pour cette qualité de la loi ? Très rapidement, et là encore je resterai dans le registre de la banalité, au moins 3 séries d'éléments ont changé. Premier élément, la loi est désormais contrôlée. Elle est contrôlée dans sa constitutionnalité, elle est contrôlée, bien que les choses soient un peu différentes, dans sa conventionnalité, mais indiscutablement le constat demeure le même. La loi n'est pas infaillible, son infaillibilité n'est plus présumée ou avérée, et aussi curieux que, ou paradoxal que ça puisse paraître, cette non-infaillibilité, désormais, est aussi, d'une certaine façon, le gage de sa qualité. Alors que pendant longtemps, mais les juristes, j'allais dire, sont habitués à ce type de raisonnement, on défendait l'idée rigoureusement inverse, puisqu'elle était infaillible, elle ne pouvait être contrôlée. Deuxième changement, le mot a été utilisé à plusieurs reprises, on en est venu à des préoccupations dites de légistique. C'est un terme que, je crois, si l'on sortait de ces bâtiments et qu'on interrogeait forme de micro-trottoir dans la rue de l'université les gens sur ce qu'il signifie, c'est un mot qui est très méconnu parce que c'est effectivement une forme de science, de mode d'emploi de la rédaction législative. Et recherchant sur, car on dit toujours que la France est en retard sur le sujet, recherchant sur notamment Légifrance ce que la France avait fait en la matière, il y a un guide de légistique dont on nous dit qu'il est élaboré pour présenter l'ensemble des règles, principes et méthodes qui doivent être observés dans la préparation des textes normatifs. Illustration au passage d'un glissement que nous avons tous vécu ensemble cet après-midi. Nous sommes passés très rapidement, très facilement, de la qualité de la loi à la qualité du droit, preuve que les frontières sont évidemment poreuses et que surtout la qualité de la loi a des conséquences sur la qualité de nombreuses autres normes, que ce soit les normes constitutionnelles qu'il faudrait réviser pour assurer la qualité de la loi, ou évidemment les normes d'application qui ne peuvent être de qualité que si la loi elle-même a prévu ce qu'elle devait être. Alors je parcourais le sommaire de ce guide de légistique et je trouvais qu'il était finalement, là encore, très éloquent, puisque au titre de la conception des textes, il semble indiquer que 4 exigences doivent être satisfaites. Je cite, nécessité des normes, efficacité des normes, hiérarchie des normes. Alors, ce n'est pas une exigence, c'est plutôt une exigence qui s'impose au texte qu'une exigence que doit satisfaire le texte. En tout cas, bonne insertion, pourrait-on dire, dans la hiérarchie des normes, et accès au droit. Là encore, nul ne contestera l'évidence, la pertinence. Tout au plus, peut-être, peut-on légitimement s'interroger sur la nécessité que l'on a éprouvée un jour de le rappeler, mais sans doute est-ce ma grande naïveté qui m'incite à dire cela. Troisième élément qui a changé, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est que longtemps, la question de la qualité de la loi n'était pas évoquée parce que nous étions aussi sous la Ve République et que la Ve République a une histoire compliquée, contrariée avec le Parlement, que l'on a dit alternativement bâillonné, caporalisé, et j'en passe et des meilleurs, et que donc finalement l'idée d'améliorer la qualité de la loi a souvent aussi été présentée comme l'idée de revaloriser la loi, qui elle-même découlerait de la revalorisation du travail du Parlement. On en a parlé à plusieurs reprises cet après-midi.
Pour autant, partant de là, et c'est quasiment la première phrase qui a été utilisée pour ouvrir nos travaux, il semblerait que le constat soit unanime, la loi serait de mauvaise qualité. Alors j'ai bien entendu qu'il avait été à plusieurs reprises tempéré. Sans doute faut-il ici aussi y voir l'illustration de ce qui est une aspiration souvent très répandue à un idéal législatif, dont pour ma part je ne sais pas exactement d'ailleurs comment le présenter. Toujours est-il que la loi recèle, et l'idée de qualité de la loi recèle des attentes extrêmement nombreuses, extrêmement diversifiées, et que c'est autour de ces attentes que très brièvement, je pense peut-être, on peut essayer de remettre en perspective certains des propos qui ont été évoqués. Tout simplement parce que, de mon point de vue, il y a des attentes légitimes ou une aspiration légitime à une loi de qualité. Et puis, il y a, je dirais, des attentes impossibles, c'est-à-dire ce que, de mon point de vue, la loi ne peut pas offrir et que jamais aucune règle juridique, puisque c'est souvent par le droit que l'on veut assurer la qualité du droit, que sans doute aucune règle juridique ne pourra garantir. Alors, les attentes légitimes, un mot pour les identifier, mais elles résultent du plan que vous aviez proposé pour cette demi-journée. Je reprends vos propres mots: accessibilité, mieux légiférer, lutter contre la complexité. On l'a dit aussi, attente légitime d'une qualité de la loi, du droit, donc du juge, si je reprends les différents glissements auxquels nous avons assisté dans nos débats, donc de l'interprétation donnée par le juge, donc aussi de l'application au double sens du terme. Si on essaie de regrouper les choses, et évidemment je serai très réductrice, il me semble qu'il y a 3 idées. La loi doit être, et je reprends des mots que le Conseil constitutionnel à différents moments a utilisés, claire, accessible et intelligible. C'est du bon sens, c'est l'évidence, c'est, j'allais dire, le minimum législatif que l'on peut attendre. Je ne reviens pas sur la manière dont le Conseil constitutionnel contrôle cette clarté, accessibilité et intelligibilité, sur le fait qu'il y a eu des moments, j'allais dire, où il a été amené à caler sa jurisprudence, car il ne faisait pas un contrôle absolument identique sur ces 3 aspects. Il me semble qu'aujourd'hui, les choses ont très largement et dans le bon sens évolué sur ce point. Deuxième idée très simple, la loi doit être élaborée par les représentants du peuple. Pourquoi ? Parce que, et là je rejoins, j'allais dire, ce qui me semble peut-être le grand oublié du débat sur la qualité de la loi. Je ne parle pas de notre débat aujourd'hui, je parle de manière générale. Ça doit être d'abord l'acte de la démocratie. Pourquoi ? Parce que c'est le gage de son acceptabilité par ceux auxquels la loi sera appliquée. Et que malgré tout, la crise, et là encore, je ne veux pas rentrer dans les débats, mais la crise que l'on dit parfois être celle de la démocratie représentative, est une crise qui, sans doute, rejaillit sur le débat sur la qualité de la loi. Peut-être serions-nous moins critiques, je ne dis pas que toutes les lois sont parfaites, mais sans doute serions-nous moins critiques sur la qualité de la loi, et donc aussi parfois plus objectifs, si l'on était moins critique à l'égard de ceux qui l'adoptent et si la démocratie représentative n'était pas elle-même contestée. Et puis enfin, troisième idée simple, la loi doit être applicable. Alors elle doit être applicable immédiatement si elle comporte elle-même des dispositions le permettant. Elle doit être applicable indirectement par le biais de textes d'application qui doivent être adoptés, on l'a dit, mais qui doivent aussi pouvoir être adoptés, c'est-à-dire que la loi elle-même doit prévoir ce qui garantit que ces actes d'application pourront être adoptés. Alors toutes ces attentes, elles sont légitimes. Comment les satisfaire ? Beaucoup a été fait. On a parlé de la révision de 2008. Beaucoup est encore en projet. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit très clairement sur la question du dialogue social. Pour autant, tout cela, et je trouve que nous sommes sans doute à un moment clé de ce point de vue-là, tout cela demande là aussi à être réévalué. C'est normal, puisque ce sont des règles juridiques que l'on a imaginées pour, à un moment donné, essayer de corriger ce qui apparaissait comme des dysfonctionnements ou des déviances, on va dire, du processus au sens le plus large du terme législatif. Alors les études d'impact sont, par exemple, une illustration dont on a parlé à plusieurs reprises. Évidemment, études d'impact suppose études d'impact de qualité, sans jeu de mots. Alors études d'impact de qualité, on sait aussi que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend
de l'urgence, ça dépend de ce que l'on imagine être le degré d'acceptabilité de la réforme que l'on veut porter. Ça peut dépendre aussi tout simplement de la manière dont le texte a été préparé. Et puis ça dépend aussi, je crois que c'est Célia Véraud qui utilisait la formule, peut-être d'une habitude. Il ne faut jamais négliger l'importance de la part, j'allais dire, d'appropriation des réformes. Sans doute on est à un moment où on peut commencer l'évaluation, mais on n'est pas du tout au bout du processus qui permet déjà de dire, eh bien, réforme inefficace, donc qu'il faudrait elle-même réformer. De la même manière, on en a parlé, simplification, loi de simplification, dont on sait qu'elles ne sont pas forcément elles-mêmes simplificatrices. En tout cas, je crois que ce qui est déterminant, c'est l'évaluation et la réflexion sur la poursuite de cet objectif de qualité de la loi, c'est-à-dire que qu'entend-on par une loi de qualité, pas uniquement une loi, j'allais dire, immédiatement compréhensible, parce qu'il faut aussi qu'une loi soit applicable, et qu'on sait que parfois ce qui est immédiatement compréhensible par toute personne peut être inutilement simplificateur de réalités qui sont infiniment plus complexes. Et je crois que différents acteurs et intervenants de cette table ronde l'ont bien montré aussi. Mais il y a aussi des limites, j'allais dire, qui sont inhérentes à la qualité de la loi, c'est-à-dire ce qui, de mon point de vue, relève des attentes impossibles. Attente impossible parce qu'à mon avis, il y a des choses que la loi substantiellement ne peut pas, et il y a des choses que la procéduralisation ou l'hyper-procéduralisation de l'élaboration de la loi ne garantira jamais. Ce que la loi ne peut pas, ça a été dit là aussi à plusieurs moments dans cet après-midi, la loi ne peut pas répondre à tout. Et je pense, alors je dis les choses de manière rapide, je pense que nous sommes dans une situation que nous n'avons jamais connue, que parfois, à certains moments de notre histoire constitutionnelle récente, ou de la pratique institutionnelle récente, on a associé à telle ou telle manière de gouverner ou de présider. Toujours est-il que plus que jamais depuis 10 ans, chaque fois qu'il se passe quelque chose, on l'a dit, on imagine un projet de loi. Mais surtout, chaque fois qu'il se passe quelque chose aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'opinion, pas bien ce que c'est moi l'opinion, mais en tout cas ce qu'on nous dit être l'opinion, attend une réaction législative ou un projet de loi. Or, à l'évidence, il y a moult situations, moult décisions de justice, parce que, on va prendre quelques exemples très récents, mais tout le monde les a à l'esprit, loi sur la transparence, affaire Cahuzac. Je ne mets pas en cause les textes eux-mêmes, je réfléchis juste à l'articulation entre une situation factuelle et un texte. Affaire Cahuzac, donc loi sur la transparence, mais dans un tout autre registre, Philippe Houillon en parlait tout à l'heure, puisque c'est à l'ordre du jour de la commission la semaine prochaine. Décision de la Cour de cassation dans l'affaire Baby-Lou, proposition de loi, plus proposition de loi donc sur le principe de laïcité dans l'entreprise, pour dire les choses de manière très rapide, sachant qu'il n'est pas totalement exclu qu'un projet de loi puisse lui-même intervenir, puisqu'il avait été évoqué à un moment donné, me semble-t-il, par le ministre de l'Intérieur. Donc, on voit bien qu'il y a cette conviction qui, de plus en plus, est chevillée au corps, j'allais dire, et inculquée, diffusée par tous les biais, que la loi aurait réponse à tout. Alors, peut-être parce que je suis juriste, je suis intimement convaincue que non seulement la loi, mais le droit, de manière générale, n'a pas réponse à tout. Et je dois dire, même, je m'en félicite, dans un monde où la réponse ne pourra être et ne devra être que juridique, eh bien, je pense que nous n'aurons plus beaucoup de marge de liberté et de marge de solution. Pour autant, il ne faut pas le nier, et je pense que on le dit insuffisamment, la loi est aussi un outil au service du politique, au service d'une action du politique. C'est son utilité, c'est sa noblesse, c'est sa raison d'être. Et de ce point de vue-là, il y a des moments où c'est le courage politique qui doit fixer la ligne, et des moments où l'instrument juridique doit permettre de le mettre en musique. Et parfois, le courage politique suffit ou est suffisant pour régler une situation sans que l'on doive chercher le relais ou la caution du droit.
sauf à prendre le risque de discréditer cette loi, puisque par définition, ou la règle de droit, puisque par définition, elle n'aura pas répondu aux attentes qui auront été annoncées. De la même manière, l'hyperprocéduralisation de l'adoption de la loi me semble, le cas échéant, problématique. Encore une fois, je caricature et à aucun moment je ne veux dire qu'il ne faille rien faire. On a fait des choses en 2008, je pense qu'il faudra en faire d'autres et je pense qu'il faudra réfléchir aux conditions de les faire de mieux en mieux. Pour autant, je pense qu'il faut aussi prendre garde à trop vouloir libérer le Parlement, d'imaginer qu'on ne puisse le libérer qu'en créant des règles juridiques qui seraient les instruments de sa libération, parce que ce serait oublier que la règle de droit, elle est d'abord là pour être un carcan. La règle de droit, elle n'est pas naturellement libératoire, elle fixe des règles à l'intérieur desquelles ensuite les acteurs devront se caler, s'insérer, mais ça n'est pas elle qui crée la liberté. Il vaut bien mieux effectivement que les parlementaires prennent conscience, et j'en reviens à cette idée d'appropriation et d'acculturation en quelque sorte, qui de mon point de vue est en cours, prennent conscience des marges de manœuvre qui sont les leurs. Christian Vigourou, tout à l'heure, qui a dû nous quitter, me glissait à l'oreille lorsqu'on évoquait la question du contrôle, mais finalement, il y a d'ores et déjà aujourd'hui tous les éléments qui permettent aux parlementaires d'aller dans le bureau du ministre pour contrôler sur place ou sur pièce. Que ne le font-ils pas? Eh bien, oui, voilà. Que ne le font-ils pas? C'est-à-dire qu'il y a des moments où peut-être il faut aussi tout simplement prendre conscience des dispositifs qui sont d'ores et déjà à disposition de ceux qui peuvent les utiliser. En définitive, vous l'aurez compris, en matière de qualité comme en d'autres, j'ai tendance à penser que le mieux pourrait être l'ennemi du bien et que surtout on se leurrerait en refusant d'admettre que la plus belle loi du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je relisais hier déjà, et évidemment du coup avec un regard un peu différent tout à l'heure, quelque chose que Guy Carcassonne écrivait dans son ouvrage remarquable sur la Constitution commentée. Je le disais, c'était un de ses chevaux de bataille. Il disait « On légifère par réflexe plus que par raison. Rares sont les lois pensées. Peut-être agir pour la qualité de la loi, c'est d'abord penser la loi dans toutes les formes et diversités que peut prendre cette pensée. Mais ça n'est qu'un regard de juriste. Et je pense que Guy Carcassonne se serait amusé de cette complémentarité, de nous voir en duo, cher Jean-Pierre. Merci. Vous me voyez fasciné et terrifié devant l'idée de prendre la parole après ce développement d'Anne Levade de si haute qualité. Et en ce jour où, bien sûr, je partagerai à mon tour les mots qui ont été dits à l'égard de notre ami Guy Carcassonne, parce que Guy était un homme qui avait l'intelligence et la sensibilité du Parlement, profondément. Donc nous sommes tristes d'avoir appris cela. J'ajouterai que les Rogardiens sont particulièrement tristes parce qu'ils faisaient partie de cette étrange tribu. Je suis fasciné et terrifié pour une autre raison, c'est que vous avez bien noté qu'il a été marqué que je devais parler en conclusion, mais j'étais au Sénat toute l'après-midi. Donc il y a quelque chose de paradoxal à conclure, si bien que je me permettrai, avec votre indulgence, de dire quelques mots. D'abord pour dire que j'aime la loi. J'aime le Parlement. On est un pays extrêmement pessimiste. Et ça me réjouit de voir que 4 étudiants de Sciences Po ont pris cette initiative de nous réunir, par exemple. Ça me fait plaisir. Dans une année d'école, de collège, de lycée et d'université, combien d'heures passe-t-on à donner aux jeunes les moyens de prendre des initiatives? Remarquez, ils peuvent aussi les prendre tout seuls. C'est le cas en l'espèce, mais c'est remarquable. Donc j'aime la loi et j'aime beaucoup l'acte législatif. Ce qui est paradoxal finalement, c'est que la loi est une norme, mais que pour écrire cette norme, on a choisi, la République a voulu qu'elle soit écrite dans le feu du débat. Qu'est-ce que c'est que
Parlement. C'est une instance qui est totalement discursive et dont le rôle est de produire un texte qui est totalement normatif. C'est étrange. On aurait pu décider, par exemple, que des sages ou des professeurs de droit ou des juristes écrivent des lois qui eussent été alors d'une belle qualité. Mais il faut bien penser à la manière dont on travaille. Une loi arrive. On la soumet à une commission qui nomme un rapporteur et on commence à faire des amendements. Par exemple, la loi sur la décentralisation, volet 1, qui nous est arrivée, nous avons commencé par adopter 150 amendements en commission des lois au Sénat, première lecture. Nous avions été pourvus de 400 amendements. Après-demain, nous aurons 870 amendements à examiner, et puis nous les aurons en séance publique. Et qu'est-ce que c'est qu'un amendement? C'est en quelque sorte un morceau de scotch. J'ai un texte, et puis je vais dire, à la place de ces 3 mots, vous mettez ces 5 mots. Vous supprimez 3 alinéas, vous en ajoutez 5. Vous supprimez la phrase numéro 13 et vous ajoutez 2 mots à la phrase numéro 14, et ainsi de suite. Et cela, ce n'est pas fait par une personne, mais c'est fait par des dizaines, voire des centaines de personnes qui appartiennent à des groupes politiques différents. Donc la loi, elle est écrite, mais après, elle devient un objet un peu complexe et un peu râpeux et parfois contradictoire. J'ai écrit un texte sur l'amendement Accoyer, pour rendre hommage à un ancien président de l'Assemblée nationale. Après 4 lectures et une commission mixte paritaire, cet article de loi est totalement contradictoire. C'est-à-dire que l'alinéa 4 dit le contraire de l'alinéa 5. Ça arrive, parce que ce n'est pas une science exacte, et que le normatif porte les marques du discursif comme des buts témoins de tous ces débats. Et pour moi, l'article numéro 1, si l'on voulait et si l'on veut accroître la qualité de la loi, c'est de rendre totalement exceptionnelle la procédure accélérée. Parce que vous voyez bien que si vous n'avez qu'une lecture dans chaque assemblée, on n'a pas le temps de faire ce travail qui est un travail passionnant, qui est comme la mer qui peu à peu polit le galet. Nous devons peu à peu affiner, écrire, réécrire. Et certains disent que c'est trop long, mais non. C'est très intéressant d'entendre le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, dans cette lumière un peu jaunâtre. Pourquoi n'y a-t-il pas de fenêtre, d'ailleurs ni à l'Assemblée ni au Sénat? Ce que chacun a à dire, les fenêtres en haut, ce que chacun a à dire, les objections de toute nature, parce que chacun contribue, ce faisant, à cette élaboration collective où chacun a son mot à dire. Et je pense que pour que l'on améliore la qualité de la loi, il faut tout simplement que les parlementaires, qui peuvent être en nombre moins grand d'ailleurs, se consacrent totalement à cette tâche. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas exercer d'autres fonctions avant, après, mais je vois mal comment on peut faire de belles lois si l'on n'est pas un législateur finalement. Surtout qu'il nous revient de faire des lois, mais aussi de contrôler l'action du gouvernement. On a essayé de trouver des solutions. Par exemple, l'étude d'impact dont Anne vient de parler. Moi, je suis vigoureusement opposé à l'étude d'impact. Je me permets de le dire, car un jour, nous avions été conviés au Conseil d'État où Renaud Denoy de Saint-Marc nous a expliqué qu'enfin la lumière allait arriver. Comme dit Charles Péguy, en 1789 est arrivée la lumière électrique. L'étude d'impact allait arriver.
Je ne crois pas en l'étude d'impact parce que je lis les études d'impact et je souffre pour celles et ceux qui doivent les écrire. Parce que l'étude d'impact repose sur un a priori, un présupposé, qui est qu'il y a deux sortes de discours. Il y aurait un discours politique, que serait la loi, ou le projet de loi, ou la proposition de loi, et il y aurait une sorte de discours expert, scientifique, technique, qui expliquerait l'impact supposé du projet de loi. Or, ce n'est jamais comme cela que ça se passe. Et il y a un artefact, vous savez, de même que certains commencent toujours leur intervention en contestant les sondages, ou en contestant le journaliste qui est là. Et ça devient un truc. C'est-à-dire qu'on a des quantités de débats où on commence par dire, mais l'étude d'impact d'ailleurs, imaginez une étude, une loi sur les OGM. Alors, bon courage à la personne qui fait l'étude d'impact. Comme s'il y avait une sorte de discours, là en l'air, expert. Première intervention du débat, mais d'ailleurs cette étude d'impact, elle est scandaleuse. Elle prend position, quelle que soit la position qu'elle prenne. Faites une étude d'impact sur le gaz de schiste. Moi, je trouve que c'est simple, le gaz de schiste, si on trouve des solutions parfaitement écologistes et respectueuses de l'environnement, parfaitement écologiques et respectueuses de l'environnement, après tout, pourquoi pas? Bon, mais je ne crois pas que l'arrivée de ces études d'impact ait changé les choses. Parce que la politique, elle est partout. Et plutôt que de faire des études d'impact, je pense que la bonne solution est d'accroître les pouvoirs d'expertise indépendante de l'exécutif d'une part et du législatif d'autre part. Ce que fait d'ailleurs l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Comment faire de bonnes lois? En respectant profondément le mandat qui nous a été confié et en respectant le plus possible la beauté, la dignité de l'acte politique. Prenons un exemple simple. Les lois multiples qui ont créé la DGF, dotation globale de fonctionnement. Lisez-les toutes. J'ai pensé qu'un jour j'allais écrire une histoire générale de la DGF, mais je pense ne pas le faire car j'ai peur de ne pas trouver beaucoup de lecteurs. Mais il y a beaucoup de lois sur la dotation globale de fonctionnement. Qu'est-ce qui est compliqué? Je vais vous dire, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas le courage de la péréquation. Et alors, au début, la DGF, c'était assez simple. Vous prenez la taille de la commune ou de la collectivité, vous prenez le potentiel fiscal et l'effort fiscal. Autrement dit, un facteur qui va vous montrer la richesse ou la pauvreté relative, l'effort fiscal, parce qu'il ne faut pas forcément aider ceux qui font preuve d'une certaine paresse, la taille de la commune. Bon. Vous faites avec cela et un peu de courage quelque chose d'assez juste. Mais toutes les associations que nous connaissons bien, que je respecte infiniment, j'en ai même présidé une, les associations d'élus, sont venues avec beaucoup de bonnes idées. Et beaucoup de législateurs ont eu de bonnes idées. On a dit, par exemple, tout ça, ça ne marche pas. Il y a des communes qui ont une grande surface. Il faut prendre en compte la surface. Puis d'autres ont dit, mais la surface, c'est rien, il faut prendre en compte la voirie. Et puis d'autres sont arrivés en disant, mais dans la montagne, la voirie, elle est en pente. Donc on a fait un coefficient. On a dit que vous touchiez 2 fois plus si votre voirie montait. Puis on a dit, non, c'est trop simple. Il faut rapporter le nombre de kilomètres de voirie à la surface, c'est évident. Il faut prendre aussi le nombre d'écoliers. Et puis le nombre de logements sociaux, évidemment. Et puis il y a des communes touristiques. Alors l'association des communes touristiques a dit, voilà, il faut faire une tout ça, ce sont des sous-dotations. Et puis au bout d'un moment, quelqu'un a dit, vous voyez, la dotation touristique, c'est très bien. Simplement, plus vous faites de parking au bord de la mer et plus vous touchez.
Donc c'est immoral. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une deuxième dotation touristique. On n'a pas supprimé la première. Et au bout d'un moment, il y avait 70 critères. Et donc c'est devenu illisible. Et mon ami Daniel Eufel est arrivé et il a dit, on va simplifier tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cristallisé le système en disant, ça c'est une dotation forfaitaire. Mais cristallisant le système, il a simplifié, tout en figeant, forcément, quelque chose qui était illisible et incompréhensible. Alors je vous passe la dotation d'intercommunalité qui est en grande discussion, parce que nous avons une loi sur la décentralisation. Vous comprenez bien que si la masse diminue d'1,5 milliard et que vous augmentez le nombre de métropoles, communautés urbaines, etc., les représentants des villes petites et moyennes disaient nous et nous et nous, etc. Bon, excusez-moi d'être un peu long sur cet exemple. Je pourrais vous parler de la DSR, de la dotation de solidarité rurale, qui fait partie de la DGF, et dont une part profite à 32 000 communes, qui reçoivent chacune quelques miettes, mais auxquelles elles tiennent. Et je peux, mais j'arrête, démontrer que la part de péréquation est inférieure à 10% de la masse. Et c'est très compliqué. Et mis à part quelques personnes à la DGCL, peu de gens peuvent vous démonter la totalité du système. Pourquoi? Parce qu'une vraie péréquation est relativement facile à faire, je dis relativement, mais elle demande beaucoup de courage politique. Et donc, lorsqu'il y a un discours, j'ai entendu qu'il allait y avoir un choc de simplification, et j'en suis ravi. Et j'ai fait, avec Jacqueline Gouraud, nous avons apporté notre contribution à cette question des normes, qui est une question schizophrénique. C'est-à-dire que tous les parlementaires pensent qu'il faut réduire les normes. Et beaucoup d'entre eux proposent, pour de bonnes raisons, des normes nouvelles. Donc c'est sur cela qu'il faut s'interroger. Mais il n'y a pas, si vous voulez, un objet qui s'appellerait simplification, avec une commission de simplification, et qui, telle une sorte de balayeuse, passerait dans le corpus législatif et simplifierait le dispositif. Non. Il y a de la politique. Quand nous recevons une loi, projet de loi sur la décentralisation, grand comme ça, nous avons été plaidés auprès du Premier ministre, nous en avons 3 maintenant. Mais le débat sur ce texte est un débat politique. Et le débat sur la complexité de ce texte est forcément politique. Si on part de l'idée qu'il y a une confusion des pouvoirs, c'est-à-dire que tout le monde fait un peu tout, on va créer forcément un organe pour réguler le système. Donc on va dire, chers amis, vous avez un conseil régional, très bien, vous avez un conseil économique, social et environnemental, on va vous créer un conseil de développement et une conférence territoriale, il y aura 60 personnes, qui vont donner un avis sur un schéma, on est bien d'accord, pour chaque compétence. Et après, chaque collectivité va devoir approuver, etc. Peut-être est-ce parce que l'on n'a pas choisi politiquement d'arbitrer un certain nombre de choses. Et l'on se retrouve avec un projet de loi débattu, approuvé en Conseil des ministres, qui dit que, par exemple, les communes sont chefs de file pour 2 sujets. La mobilité durable, il faut mettre durable en ce moment, c'est plutôt recommandé, puis je trouve que c'est un joli mot, et la qualité de l'air. Donc vous recevez les représentants des communes de petite taille, les communes rurales, les petites villes, qui disent, voilà, nous, on est chef de file pour la qualité de l'air. Mais l'ennui, c'est que l'air est une substance mobile qui ignore les frontières des communes. Donc, on travaille et on dit, non, ça ne va pas. On va mettre que la commune est chargée des services de proximité. Bon, c'est déjà... Bon. Mais je voudrais vraiment insister sur ce point. Il y a toujours, finalement, des choix à faire. Et si l'on veut de bonnes lois, de belles lois, il faut y passer du temps
Et il faut le courage de faire des choix politiques. Et puis, la loi, c'est aussi une question de langage. Voyez-vous, au Sénat, beaucoup de séances sur une loi qui a donné lieu hier à quelques événements. Je ne vais pas en parler, mais ce qui m'a intéressé, c'est le langage. Et j'ai un collègue qui a dit, voilà, le mariage, c'est le mariage. Et d'ailleurs, c'est prévu par le dictionnaire. Et d'ailleurs, l'Académie française fait un dictionnaire. Alors je lui dis, vous savez, mon cher collègue, depuis 1694, nous en sommes à la 9e édition. Les mots changent. Et la loi peut changer le sens d'un mot. Alors certains se sont insurgés en disant, mais c'est impossible, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis, oui, par exemple, le mot rem, il voulait dire quelque chose et maintenant il veut dire rien. Quelqu'un a levé son doigt en disant, non, ce n'est pas rem, c'est res. Ah, les mots français, les substantifs viennent de l'accusatif latin. Et le lendemain, M. Raffarin a levé son doigt et a dit, si j'ai bien compris, il y a le camp de l'accusatif et le camp du nominatif. J'aimais cette phrase parce que écrire la loi, c'est essayer, s'efforcer, mettre toute son énergie pour écrire juste et pour écrire juste ensemble en sachant que l'on est toujours dans la contradiction et qu'il faut petit à petit essayer de sortir de cette contradiction un texte positif dont la caractéristique est qu'il s'appliquera à tous les Français et souvent pendant longtemps. Les parlementaires qui ont fait la loi de 1901 ignoraient sans doute qu'aujourd'hui cette loi s'applique à 1 100 000 associations en France. Donc c'est important d'aimer les mots, de réfléchir aux mots justes et de prendre le temps, l'énergie qu'il faut pour peu à peu écrire cette loi commune. Vous savez, cela me fait toujours penser à ce que disaient de grands poètes, à ce qu'écrivait Montesquieu et bien d'autres, et pourquoi pas Stéphane Mallarmé, donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Plus généralement, merci beaucoup à tous les intervenants qui nous ont honorés de leur présence aujourd'hui. Et merci au public d'être venu assister si nombreux à cet événement. Nos discussions s'arrêtent ici pour aujourd'hui. J'espère qu'elles auront l'occasion de continuer dans un avenir plus ou moins proche.